messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, 49e édition du tournoi Bantam de la SAR qui arrive vraiment à grands pas. Alors, comme il est de coutume de parler d'hébergement, sujet très important pour la bonne marche de ce tournoi. Alors, j'en discute avec une des grandes responsables de ce tournoi, Mme Cécile Poirier. Mme Poirier, bonsoir. Bonsoir. Mme Poirier, l'hébergement... on en parle à chaque année, mais c'est important parce que je pense que ça se veut un des principaux dossiers de ce tournoi. C'est sûr que l'hébergement, pour nous, à la SAR spécifiquement, est très important, considérant notre capacité d'hébergement dans les motels. Il faut être conscient que quand on a mis 4 ou 5 équipes maximum au Villa-Mon Repos et Bivouac, c'est plein. C'est ça. Donc, on se doit de trouver des solutions d'hébergement et c'est sûr qu'on offre à chaque équipe qui est à plus de 115 km de chez nous, OK, de pouvoir profiter de l'hébergement. Fait que c'est sûr que ça nous prend des petites familles qui veulent bien héberger. Puis, c'est le moins possible envoyer ces jeunes-là à l'extérieur, mettons comme à Rouen. J'ai rien là contre Rouen du tout. Sauf que ça fait du transport énormément. C'est sûr que dans la mesure du possible, on essaie de loger le plus de gens en Abitibi-Ouest. OK? Oui. C'est sûr qu'il y a des équipes qui vont préférer aller à Rouen parce qu'ils veulent être dans les motels. Oui. Mais écoute, on regarde pour trouver le plus de chalets à louer. On essaie de meubler l'Abitibi-Ouest au complet avant de les envoyer à l'extérieur de chez nous. Moi aussi, j'ai rien contre Rouen-Noranda, mais c'est intéressant de les avoir chez nous. Il faut penser aux jeunes, puis aux familles, puis le transport, des fois, la température. Température, exactement. C'est ça qu'il y a aussi à faire attention. Combien de jeunes qui auraient à héberger cette année, Mme on parle de au moins 4 équipes, ce qui est quand même pas beaucoup. 4 équipes, ça veut dire une soixantaine de jeunes. Okay. Mais je pense que Sylvie Bordelot a déjà commencé à essayer de recruter des familles d'accueil. Okay. Et je vous dirais que ça devient, je pense, de plus en plus ardu. Okay. Ah oui? Oui, je vous dirais que c'est comme, en tout cas, selon les commentaires de Sylvie, qui est responsable de ce dossier-là, me disait, bien, les gens sont occupés, les gens n'ont pas nécessairement le temps, mais nous autres, ce qu'on dit toujours, puis je dis à Sylvie, dans le fond, ce qu'il faut qu'on dise aux gens, ce qu'on vous demande, c'est le coucher et le déjeuner seulement. On ne vous demande pas de garder les jeunes chez vous dans la journée. Moi, je pense qu'ils ont des entraîneurs, ces jeunes-là, ils font partie d'une équipe, ils doivent suivre l'équipe. C'est ça. Fait qu'on dit, dans le fond, c'est que si vous avez un lit de disponible, parce qu'on ne demande pas que les jeunes soient une chambre chacun, mais c'est sûr qu'on fait des matchs de 2 joueurs parce qu'on n'envoie pas des jeunes un jeune dans une famille, on en met toujours en duo, si vous voulez. Et si on a un chiffre impair, on en met un 3e dans une famille où il y a de la place. Mais c'est pas si accaparant que ça, je pense. Et pour souvent, les jeunes, ils sont contents d'avoir des joueurs de hockey. Tu vas tu vas nouer des liens avec ces gens-là, tu vas les suivre dans la fin de semaine et ça fait une belle échange, je pense. Oui, exactement. Ça veut dire que ça vous prendrait combien de familles à peu près? Ça vous prendrait une trentaine de familles? Je vous dirais que Sylvie est en train de faire le décompte. On pense, c'est ça, entre 25 et 30 au minimum. Et ça prend toujours des familles backup qu'on appelle au cas où il arriverait quelque chose, parce qu'on ne sait jamais ce que... c'est sûr. C'est sûr que Sylvie va commencer ses téléphones d'ici une semaine et demie à peu près. Là. Mais on espère que les gens vont répondre en grand nombre. Oui, parce que c'est quand même... c'est important. C'est un gros tournoi. C'est déjà 49 ans que ce tournoi-là existe. Et je me rappelle, moi, il y a plusieurs années passées, parce que ça fait plusieurs années qu'on parle d'hébergement. J'en ai même parlé avec M. Hood aussi à un certain moment donné. Et puis, il y en avait beaucoup, même... presque entre parenthèses, on chicanait un peu pour héberger les jeunes. Oui. Alors, ce n'est plus pareil aujourd'hui. C'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est sûr que les gens sont aussi... je vous dirais peut-être pas plus occupés, mais tu sais, dans le fond, je connais pas ça, mais je peux pas mettre le doigt sur la raison pourquoi les gens veulent pas héberger. C'est sûr que les gens sont quand même bien occupés, mais c'est tellement une belle expérience, moi, je pense, à vivre avec... Oui, j'en ai déjà hébergé, puis oui, je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est que s'il y a un problème, tu sais, on laisse pas les personnes qui hébergent sans ressources. Votre cellulaire est toujours ouvert? Mon cellulaire est ouvert jour et nuit. C'est ça, oui. Celui à Sylvie Bordelot également. Okay. Et si on sent qu'il y a une famille qui aurait un problème, ils ont juste à nous appeler et nous, on se charge d'aller récupérer l'enfant. Ce n'est pas à la famille à partir. C'est pas à la famille à courir après ça, et c'est pas à la famille. Tu sais, si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ça, c'est important qu'on le sache
au moment où ça arrive. OK. Exactement. Oui, exactement. Oui, c'est sûr. Alors, si, pour les personnes qui nous écoutent, veulent héberger des jeunes... Je vais les inviter à appeler au 819-333-2291. Le poste 251. Il y a une boîte vocale sur ce téléphone-là. C'est mon poste de travail. Donc, vous nous laissez vos coordonnées et ça va nous faire plaisir de transmettre le message à Sylvie Bordelot, qui est responsable de l'hébergement. Alors, au 333-2291, poste 251. Puis, vous l'avez juste mentionné tantôt, mais j'aimerais qu'on revienne très vitement ce que les familles ont à offrir, à donner à ces jeunes-là. Ce qu'on demande aux familles, c'est le coucher et le déjeuner seulement. Le reste, je pense que ça revient à l'équipe en tant que telle. Donc, c'est aux entraîneurs à prendre en charge les joueurs dans la journée. Puis, il y a un système de transport? Il y a un système de transport, effectivement, pour les familles qui veulent qu'on aille porter les jeunes parce que, tu sais, il ne faut pas se leurrer, des fois, on manque de place dans les autos. Oui, il y a un système de transport où on peut aller les porter et aller les récupérer le lendemain matin. Alors, la date limite pour... Je vous dirais qu'idéalement, pour nous, on aimerait, le tournoi commence le 2 février, idéalement, on aimerait au moins une semaine à l'avance avoir tout comblé les familles dont on a besoin. Sylvie Bordelot va commencer ses appels aux alentours du 16 janvier. Donc, on espère que les gens vont y répondre positivement. C'est tellement plus intéressant. Oui, sûrement, sûrement. Alors, Madame Poirier, on répète le numéro que si les gens veulent héberger des jeunes, on le répète, c'est juste, héberger, le coucher et on donne le déjeuner seulement. Et puis le reste du temps, et dire ces familles-là ne sont pas responsables des enfants, c'est peut-être pas correct de dire ça, sauf que s'il y a des choses, s'il y a quelque chose, ils ont un numéro où vous rejoindre à ce moment-là. Effectivement. Fait que c'est vous autres qui en prenez charge à ce moment-là. Alors, c'est le 333-2291, poste 251, si vous voulez héberger des jeunes pour le 49e tournoi Bantam qui va avoir lieu à la salle du 2 au 5 février 2012. Du 2 au 5 février 2012 et avec... grand plaisir, Madame Poirier. On va essayer le plus possible que les gens participent beaucoup, puis que l'hébergement, on mette dossier clos très, très, très vitement. On a besoin d'environ une trentaine de familles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Triste à dire, mais il a fallu le décès d'une jeune fille, pourtant sans histoire, pour réveiller une population entière sur l'intimidation à l'école. Triste histoire, mais pourtant réelle. J'en discute avec mon invité, qui ne l'a pas eu facile, lui non plus. De Rouyn-Noranda, M. Benjamin Audette, travailleur social et agent de projet pour la Coalition d'aide aux lesbiennes, gays et bisexuels de l'Abitibi-Témiscamingue. M. Audette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Audette, partir de Rouyn-Noranda et venir ici à Macamic. Je vous remercie infiniment. Et lorsque je dis dans mon intro qu'il a fallu malheureusement le décès d'une jeune fille pour réveiller une population, puis là, je suis obligé d'être un petit peu cruel en disant pour réveiller une population sur quelque chose qui s'est passé en début décembre. Mais qu'aujourd'hui, on est le 5 janvier et tristement, mais il semble qu'on en entend encore là, moins parler. Puis, est-ce que ça va fondre avec neige au soleil? Est-ce que ça va fondre? J'espère que non, que ça ne fondra pas comme neige au soleil au printemps venu. C'est un sujet, c'est sûr que c'est devenu populaire dans les médias, on en a parlé, Facebook, etc. Ça a été très populaire. Mais je crois pas que ça va fondre parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les écoles, au ministère de l'Éducation, pour en faire en sorte que l'intimidation puisse disparaître. Il faut que ça cesse. Ça n'a aucun sens. Parce que nous sommes en Abitibi-Témiscamingue. Oui. Bon. On en voit, on en entend parler dans les journaux, à la télévision. Et très souvent, on pense que l'intimidation, surtout à l'école, ça se passe dans les grands centres seulement. Chez nous, on n'a pas ça. Non.
Ça se passe partout au Québec, partout en Abitibi-Témiscamingue, à différents degrés. Il y a des recherches qui ont été faites sur l'homophobie dans les écoles secondaires, qui est une forme d'intimidation. Oui, oui. Puis, il y a un étudiant sur 3 dans nos écoles, en Abitibi-Témiscamingue, partout ailleurs au Québec, peu importe son orientation sexuelle, qui va subir de l'intimidation. Peu importe son orientation sexuelle, un jeune sur 3. C'est assez haut comme chiffre. C'est 33 C'est 33 des jeunes qui vont subir de l'homophobie. Ça, c'est sans compter ceux qui vont se faire, comme on dit, écœurer, qui vont se faire repousser, qui vont se faire rejeter, pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est la réalité et elle est présente en région. Oui, puis c'est la triste réalité que l'on devrait dire, M. Audette. Vous-même, vous avez déjà été très intimidé dû à votre orientation sexuelle. Ce ne fut pas facile. Ça n'a pas été facile. C'est jamais facile de voir que les autres nous rejettent. Puis à ce moment-là, mon orientation sexuelle, il n'y avait rien de clair dans ma tête, là. Quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, je commençais à me poser des questions. Donc, de me faire traiter de non à ce moment-là, ça devient incompréhensible. Puis pourquoi que les autres qui sont comme moi, pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi je me fais rejeter? Est-ce qu'on se dit que dans ce temps-là, je suis pas normal? Je suis pas normal. Là, on parle d'estime de soi, là, c'est à la baisse, mais à la baisse totale. Je suis pas normal, je suis un monstre, je serai jamais comme les autres, je peux pas avoir accès à tout ce qui les autres peuvent avoir accès, j'ai pas accès au bonheur, etc., etc. Là, il y a 20 000 Donc, je questions. suis à l'extérieur des autres. Oui, rejeté, à part, différent, pas normal. Ouais, pas normal. Pas normal. C'est ça. On se pense pas normal. Et Dieu sait que dans une population, il y a toutes sortes de monde. Et on se doit d'accepter tous les gens, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe. Ces gens-là ont le droit de vivre une vie normale. Ben oui, tout à fait. Chaque personne, on a besoin de chaque personne dans notre société. Oui. Tout le monde a ses propres talents qu'il peut apporter dans notre société pour qu'on puisse faire en sorte de vivre dans une région, dans une ville où c'est agréable. On n'est pas un peu... Comment je dirais ça? Je ne veux pas blesser personne, là, c'est sûr, mais seulement que... on n'est pas un peu... je vais l'employer, le mot. On n'est pas un peu arriéré face à ce... Puis c'est pas un problème, absolument pas. Un homosexuel n'est pas un problème. Est-ce qu'on n'est pas un peu arriéré face à l'orientation sexuelle d'une autre personne? Arriéré, dans le sens, je vais répondre en premier que c'est pas pire, c'est pas mieux en Abitibi-Témiscamingue qu'ailleurs au Québec. Okay. On n'est pas arriéré, on peut pas se considérer arriéré par rapport à ça. Mais quand on parle d'homophobie, on peut se dire un peu arriéré parce que ce soit partout au Québec, là, parce que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on nous répète, qu'on nous met dans la tête, qu'on nous dit que l'homosexualité, c'est mal, c'est quelque chose qui devrait pas, c'est un péché, ça a été une maladie, ça a été criminalisé. Donc, ça nous est entré dans la tête, ça fait partie de nous. Donc, on est encore avec ça, avec ces idées-là préconçues que... On est arriéré. Moi, le mot me dit... Savez-vous pourquoi que je vous dis ça et que je vous demande ça, M. Audette? Parce que j'ai trouvé très triste, et je dis triste pour ne pas dire autre chose. J'ai trouvé très triste, pour être poli. Une personne, une fois, m'a dit, « Gaby, si tu penses, moi, que je vais voter péquiste, puis me faire diriger dans ma province par un gay, qui était André Boitler à ce moment-là. Je l'ai regardé, puis j'ai simplement dit « Pauvre toi ». J'espère qu'on n'est pas rendu là. Bien, c'est fréquent. C'est encore là. L'homophobie est présente aujourd'hui. Et une personne d'orientation homosexuelle, souvent, par plusieurs personnes, va être considérée comme moindre, comme moins importante, que, sans compétence ou pas bonne dans ce qu'elle va faire. Donc, c'est courant d'entendre ce genre de commentaires-là. Quand on lit un peu, et je suis certain que vous êtes un lecteur assidu, quand on lit un peu ce qui s'est passé dans le monde,
dans le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier. Combien d'homosexuels ont occupé des postes d'extrême importance? On peut aller même jusqu'à président des États-Unis. On peut aller jusque-là. Puis, ils ont dirigé un pays, ils ont dirigé une nation, ils ont dirigé un peuple. Ils ont fait des choses extraordinaires. Oh oui. Oui. Léonard de Vinci, Alexandre le Grand, sont juste des exemples de personnes qui étaient d'orientation, ce qu'on appelle aujourd'hui homosexuels. Chez les Autochtones, chez les Algonquins qui ont vécu dans le territoire de la région pendant des centaines d'années, eux autres avaient un concept qui s'appelle la bispiritualité, c'est-à-dire qu'ils avaient en eux autant l'esprit masculin que le féminin. Et c'était quelque chose de positif et de bien vu dans leur communauté, dans leur clan, dans leur famille. Donc, oui, il y a eu plusieurs personnes, oui, il y a eu des manières de voir différentes, mais on s'est fait inculquer ça pendant plusieurs années, des centaines d'années, ce genre de message-là que c'était négatif. Donc, et on y reste bien, on reste encore avec ça aujourd'hui, mais il y a plusieurs personnes qui ont c'est pas tout le monde, c'est pas une majorité de gens qui sont homophobes. J'espère. J'espère. Il y en a déjà trop. Au départ, il y en a déjà trop. Quelle sorte d'intimidation est le plus fréquent? C'est dur à dire. J'ai pas des stats, j'ai pas des recherches là-dessus. Je suis pas un expert là-dessus non plus. C'est sûr que je pourrais parler de l'homophobie qui prend une place importante, comme je disais tantôt, un jeune sur 3 dans nos écoles, peu importe son orientation sexuelle, vit de l'homophobie, de l'intimidation par rapport à ça. Ça donne déjà une image de ce que ça peut représenter, l'intimidation dans nos écoles. C'est fréquent, ça arrive, et c'est là. Comment on réagit face à ça? Il y a plusieurs réactions. Est-ce que l'âge est un facteur? Dans quel sens? Mais dans le sens que on va parler contre l'homosexualité à un jeune de... On va y crier des noms. Un jeune de 8, 9, 10, 11 ans, 12 ans, mais on ne fera pas la même chose, peut-être, les mêmes noms à une personne de 25, 30, 40 ans, peut-être. Bien, c'est sûr que quand on est jeune, l'adolescence surtout, on veut un peu dépasser les limites, défaire les règles. Il y a un peu ce phénomène-là qu'on peut retrouver chez les adolescents qui vont souvent utiliser l'homophobie ou d'autres stratégies pour intimider. Ça arrive. C'est sûr que chez les adultes, on veut respecter les règles, on veut avoir des bonnes relations avec les autres, mais il y a des adultes qui sont homophobes aussi et qui s'en cocheront pas, qui vont faire qui auront des comportements parfois qui vont aller, c'est rare, mais jusqu'à la violence. Il y a des gens encore qui se font battre parce qu'ils sont d'orientation homosexuelle ou qui ont de l'air. Ça, vous venez de toucher un point, là. Avoir l'air homosexuel et être homosexuel, il y a une différence énorme. Il y a une différence énorme. Souvent, on va... une personne, je vais donner un exemple, un homme, on dit qu'il va avoir des comportements efféminés. Il va être efféminé. Il va parler d'une certaine manière. On va dire on va associer, on va mettre l'étiquette qu'il est homosexuel. Pourtant, ça n'a rien à voir. C'est pas 1 + 1 égale 2. Là. Ça marche pas de cette manière-là. Les personnes d'orientation homosexuelle, qu'elles soient femmes ou qu'elles soient hommes, adoptent différents comportements comme les personnes hétérosexuelles. Il y a des hommes hétérosexuels qui vont être plus proches de leurs sentiments, qui vont parler d'une certaine manière qui va paraître plus féminine, ça n'a aucun lien. On ne peut pas faire ça de cette manière-là. C'est ça. On ne peut pas juger un crapaud à le voir sauter. Non, exactement. C'est un peu ça, parce que si on regarde chez les artistes, il y a quelques coming out qui se font tranquillement. Je pense que ça a débuté un peu avec Danny Turcotte, que tout le monde connaît, tout le monde en parle. Le fou du roi, tout le monde en parle. Danny a avoué ouvertement
Puis Dieu sait, si on regarde Danny Turcotte... Il n'a pas changé depuis que absolument pas. Jasmin Roy, Michel Louvain, on peut en nommer... Michel Jasmin en est un. Bon, il y en a. Des sportifs, David Testo cet automne, qui est un joueur de soccer qui était très bon, puis qu'il n'a jamais dit dans son équipe parce qu'il sentait une pression très grande. S'il disait, il aurait pu être exclu de l'équipe d'une manière ou d'une autre. C'est terrible. Être un champion comme ça, être exclu de son équipe parce qu'il va avouer qu'il est homosexuel. Ça arrive, c'est rendu bas, là. C'est rendu bas. Dans les équipes de hockey en région, je serais très surpris de savoir s'il y a des jeunes gars qui vont affirmer leur orientation sexuelle, leur questionnement par rapport à ça. Est-ce que, peut-être une question même, peut-être une question un peu bizarre, est-ce que c'est la même chose chez les lesbiennes? Est-ce que c'est autant, j'aime pas ça dire mal vu, mais si je me place à la population directement, regarde, elle est lesbienne, regarde. Est-ce que c'est aussi mal vu, j'aime pas non plus employer cette expression-là, mais on est là pour se parler et dire des choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est aussi mal vu chez les lesbiennes que chez les homosexuels? Oui, chez les lesbiennes souffrent d'homophobie. Ce qui se passe chez les lesbiennes, c'est que déjà dans notre société, être femme, l'égalité, il y a plusieurs points sur lesquels l'égalité entre les hommes et les femmes est arrivée, mais pas sur tous les points. Et souvent, chez les femmes lesbiennes, ils sont femmes. Déjà, il y a un degré de moins. Puis lesbiennes, ça va être un degré de moins. Elles seront moins visibles. Ils sont rendus à 2 degrés de moins. À 2 degrés de moins. On en parle moins. C'est une réalité aussi qui va être associée souvent à des fantasmes chez plusieurs hommes hétérosexuels, 2 femmes ensemble. C'est là, intéressant. Vous venez de toucher un point, là, je pense que oui. C'est pour ça que... Est-ce que on a un peu tendance, les gens ont tendance à se dire, c'est bien moins pire. C'est bien moins pire. C'est le fun d'avoir 2 femmes. Ben oui, c'est le fun, 2 hommes. Yeah. Oui. Il y a aussi qu'on est habitué à voir, dans notre société, chez nous, c'est de voir 2 femmes se mettre le bras un sous l'autre, se donner l'affection. Oui. C'est plus facile, c'est plus acceptable. De voir ça chez 2 hommes, là, c'est plus réticent, c'est plus épeurant, c'est plus... Qu'est-ce qu'ils font là? 2 hommes sont pas virils, ils feront pas ça, c'est pas normal. Donc, c'est ça qu'un peu qui est la différence entre les femmes lesbiennes et les hommes homosexuels. Peut-être un peu plus accepté dans la population. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Ou c'est moins grave? C'est moins pire? C'est moins pire dans le sens que sont moins visibles, on en voit moins. On est plus ou moins confronté à ça, mais l'homophobie, elle est tout aussi présente et les femmes lesbiennes vivent de l'homophobie aussi, ça c'est sûr et certain. Oui. Dans les notes que j'avais sur vous, M. Audette, je sais que l'histoire de la jeune Marjorie Raymond qui s'est donné la mort, une petite fille du Saguenay, qui s'est donné la mort à 15 ans. Quand on y pense, 15 ans. 15 ans, se dire, moi, dans cette société-là, je ne suis plus capable. Elle pose l'acte fatal. Il faut-tu être rendu à bout? Oui. Oui. Je sais que ça vous a touché beaucoup aussi. Oui. Ça me touche beaucoup. Les pensées suicidaires, la détresse psychologique, le suicide en tant que tel, oui, ça me touche beaucoup et je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste que des personnes, que ce soit en Abitibi-Témiscamingue ou ailleurs, qui réfléchissent à ça, qui ont ça dans leur tête, puis qui ne trouvent pas le moyen, ou qui ne trouvent pas les personnes, ou qui ne trouvent pas le chemin à suivre. Dans leur cerveau, c'est très embrouillé. Et puis, d'en arriver à dire qu'il n'y a plus de solution, la seule solution, c'est de mourir. À 15 ans, il faut le dire, là, à 15 ans. Oui. Moi, c'est l'âge surtout qui m'a jeté à terre complètement. Je veux dire, une personne qui est rendue là, elle n'a plus, selon elle, de moyens de s'en sortir. Après 15 années de vie seulement, elle pose le geste fatal. Oui.
Pourtant, à 15 ans, c'est là où on veut rêver, oui. où on veut réaliser des choses. Dans la vie, là. On rentre dans la vie, on apprend des choses. On a des projets, on a toutes sortes d'affaires. Exactement. Donc, c'est pour dire comment que la pression peut être grande autour et d'en arriver à ce geste-là qui est très triste. Cette fille-là, ben, c'est sa famille qui l'a perdue aussi. C'est un deuil qu'elle vive. Ses amis qu'elle avait, c'est une personne de moins sur laquelle on va pouvoir compter dans notre société. Donc, c'est grave. Ça veut dire que quand on pose le geste extrême comme Marjorie a fait, ça démontre vraiment jusqu'où peut aller la souffrance d'un être humain. C'est un exemple d'une très grande souffrance, oui. Il y a une chose aussi, ça rappelle un peu l'histoire de David Fortin. Ça fait 3 ans qu'il est parti. On ne l'a pas revu. Est-ce qu'il est encore en vie? On ne le sait pas. Est-ce qu'il est décédé? On ne le sait pas non plus. Mais ça en est un autre, je crois, qui en avait complètement marre de la vie. Il ne voyait plus... il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'il a posé le geste fatal? Espérons que non. Oui. Mais il peut l'avoir fait aussi. Oui, il peut l'avoir fait. C'est des exemples extrêmes puis c'est des gestes extrêmes que ces personnes-là, ces jeunes-là ont fait dans leur vie. C'en est triste, c'est dommage, mais au quotidien, il y a plein de gens qui souffrent dans nos écoles, à La Sarre, à Macamic, à Rouen, à Val-d'Or, à tous les jours, qui subissent ça à tous les jours, puis ils ne poseront pas le geste nécessairement de suicide ou de fugue ou de tout arrêter. Je crois qu'ils peuvent y penser. Ils peuvent y penser, puis ils souffrent à tous les jours aussi. En terminant, il reste seulement quelques minutes, M. Audette. Moi, j'aimerais ça, parce que vous avez l'air d'une personne très ouverte, qui en parlait très ouvertement, il vous est arrivé quelque chose il n'y a pas tellement longtemps, quand vous avez été à Montréal. Oui. Ben, c'est courant, c'est stupide, c'est con. Il faut le dire, c'est con, tout simplement. C'est un comportement, c'est une personne qui est en colère, puis qui a lâché des propos homophobes, qui a traité de mon copain et moi de fif, parce qu'on était là dans la rue, c'était dans le quartier gay. Ça pas... Il n'y a rien qu'à pas y aller. C'est plus simple que ça. Il y a juste à pas y aller. Mais oui, c'est tout. Ah non, moi, je trouve ça tellement... Ce sont des paroles, des gestes qui n'ont pas leur place, mais pas en tout. Ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Ils ont le droit... pas seulement d'exister. On peut exister et pas vivre, mais on peut aussi exister et vivre. Et ces personnes-là ont le droit d'exister et de vivre. Alors, la personne conne, et j'ai pas peur de le dire, cette personne-là qui vous a traité de ça, vous étiez dans le quartier gay à Montréal, c'est votre droit d'y aller, il n'y a pas de problème. C'est l'autre personne, si garde la place de faire des gestes stupides comme ça, passe dans droite à cette rue-là, ne rentre pas là, point final, c'est aussi simple que ça. Tout à fait. Monsieur Audette, merci. Oui, juste un petit mot. Vous avez dit au départ que j'étais travailleur social. Je ne suis pas travailleur social. Je suis bachelier en travail social. Je ne fais pas partie de l'ordre des travailleurs sociaux. Je m'en excuse. C'est pas de problème. Monsieur Audette, merci infiniment. Puis on va se revoir certainement d'ici au printemps parce que j'ai encore beaucoup d'autres questions. On va aller dans un autre créneau. Et puis, on va aussi aider. Si on peut aider juste un jeune seulement, on pourra dire mission accomplie. Excellent. Monsieur Audette, merci infiniment. Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine édition d'Info 9. Au revoir.